Bonjour, merci à la CNAM d'inviter Médecins du Monde, d'autant que j'ai envie de placer mon propos sous les auspices de ceux du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a déclaré l'année 2014 année de rupture, en raison du poids pris par le sofosbuvir dans les spécialités remboursables et qui a pris la première place pour les spécialités hospitalières, et qui sera l'objet de mon propos pour mettre aussi en perspective la question du renoncement. Vous parliez d'un objet social non identifié, pour reprendre votre expression. Il est d'autant moins identifié qu'aujourd'hui, le renoncement est de plus en plus difficilement détachable de stratégies de rationnement et de restriction de l'accès aux médicaments qui conduisent aussi à des comportements d'exclusion et de triage des patients. C'est le sens de mon intervention aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je crois qu'il est toujours important de présenter de quel point de vue l'on parle lorsqu'on veut prendre une parole sur une question en lien avec les inégalités sociales de santé. Certaines et certains d'entre vous connaissent l'action de Médecins du Monde en France depuis 1985 sur un travail, j'ai envie de dire, d'intermédiation, de médiation pour des populations qui font beaucoup écho à celle qu'a présenté, au profil de celle qu'a présenté monsieur précédemment. Nous, avec effectivement des déterminants, des caractéristiques socio-démographiques qui sont plus souvent associés à des inégalités sociales de santé, en particulier avec une forte proportion d'étrangers dans les files actives de Médecins du Monde. Je vous laisse lire les chiffres qui apparaissent au tableau et comme ça, on ira beaucoup plus vite. En lien avec ce profil de personnes reçues dans les programmes de Médecins du Monde ou bien en direction desquels nous allons, en particulier à travers les programmes hors les murs de réduction des risques en direction des usagers de drogue, il y a aussi une composante importante de l'activité de Médecins du Monde au secteur international en matière d'usagers de drogue, avec une préoccupation croissante sur la question du virus de l'hépatite C. Voilà le sens de mon propos, expliquer de quel point de vue l'on parle, avec quelle légitimité. Une légitimité pour nous, acteurs de la lutte contre les inégalités sociales de santé en France et à l'international, où les barrières financières que nous constatons dans les pays à faible et moyen revenu depuis maintenant plus de 30 ans, nous les constatons de nouveau en France et ça nous permet de faire le lien. Alors, plus particulièrement, sur quelques... Et là, c'est pas évident, je peux m'approcher de vous ? Voilà. J'ai pas le... vous le voyez donc sur certaines de ces caractéristiques. Hein, pas mal d'étrangers. Alors ça c'est intéressant parce que sur ces étrangers, en fait, 80% d'entre eux ont effectivement relèvent théoriquement d'une couverture d'assurance maladie, et un des grands obstacles que l'on rencontre, pour à peu près 4 sur 10 d'entre eux, ça rejoint votre proportion d'1 sur 2 qui déclarait avoir rencontré des obstacles avec la CPAM, ces droits ne sont pas ouverts en raison d'obstacles administratifs. Mais je vais aller plus rapidement pour venir au sens de mon propos. Sur la question de l'hépatite C qui est prévalente dans cette population-là. Je vous ai donné pour information la prévalence du virus de l'hépatite C parmi les populations bénéficiaires de Médecins du Monde, donc en gros 5 fois plus élevée qu'en population générale, et en toile de fond cette préoccupation à l'international dont je vous parlais, en particulier à travers un programme que nous avons en Géorgie qui consiste à établir un programme modèle de traitement pour des usagers de drogue. Alors, la prise en charge du VHC. Certaines et certains d'entre vous le savent, 2011 aura été une année de changement de paradigme thérapeutique avec l'arrivée d'une nouvelle ligne de traitement, les antiviraux à action directe, qui ont une efficacité thérapeutique, même si elle est questionnée par certaines et certains, qui est en tous les cas très clairement établie au regard des lignes précédentes de traitement avec interféron, pégylé et ribavirine, qui ont surtout une facilité de prise qui est très appréciable, avec une prise orale quotidienne versus des injections pour l'interféron, et qui, jusqu'à ce jour, sous réserve encore une fois d'études de cohorte complémentaires, présente assez peu d'effets secondaires, et avec la multiplication de ces antiviraux à action directe et leur association, une possibilité d'avoir un traitement pangénotypique, c'est-à-dire pour l'ensemble des différentes souches d'hépatite C. Au regard de ces données cliniques, de ces evidence-based, en mai 2014, donc, comme vous le savez, le premier rapport d'experts sur la prise en charge du VHC et du VHB en France, présidé par le professeur Dumeau, avait donc recommandé une large indication de ces nouvelles molécules
pour les patients infectés chroniques par le VIH-C, avec très clairement, et nous allons revenir sur les caractéristiques sociales en matière d'inégalité sociale de santé, sur les caractéristiques liées au mode de vie, avec très clairement une priorité qui était assumée par rapport aux usagers de drogue et aux personnes détenues. En gros, aussi les réservoirs, excusez-moi l'expression, à virus aujourd'hui, non seulement en France, mais à l'international. Aujourd'hui, à l'international, on a 80% au niveau mondial, 80% des nouvelles infections qui se font dans cette population-là, alors que nous avons en parallèle la possibilité d'éradiquer ce virus. Dès juin 2014, la Haute Autorité de Santé a restreint le périmètre des indications, restriction qui a été très clairement reprise dans l'arrêté de mise sur le marché du sofosbuvir en novembre 2014, avec des scores de fibrose assez sévères. Ce phénomène, il n'est pas spécifique à la France. Je vous donne l'exemple de la Grande-Bretagne, où on pourrait dire l'équivalent de la HAS pour faire court, avait proposé une prise en charge par le système national de santé anglais du sofosbuvir de façon assez large. Et dès le mois suivant, le système national de santé anglais a retardé la mise à disposition de ce traitement d'avril à août 2015, avec des restrictions extrêmement sévères sur des scores très élevés de fibrose. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, parfois les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons atteint non seulement un changement de paradigme dans la prise en charge thérapeutique, mais nous avons vraisemblablement, nous sommes confrontés aujourd'hui à un changement de modèle économique dans la fixation du prix du médicament. Sur le médicament, d'ailleurs, comme sur beaucoup de marchés mondiaux, puisque nous sommes sur un marché mondial, la fixation des premiers prix aux États-Unis fixe la ligne mondiale. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce traitement-là, puisque le 6 décembre 2013, la Food and Drug Administration a homologué le Sovaldi, donc le nom commercial du sofosbuvir commercialisé par le laboratoire en question, au prix de 84 000 $. C'est sur cette base-là qu'ont été établies les différentes lignes de prix sur les marchés européens, avec une stratégie sur laquelle je reviendrai. Et pour la France, nous avons eu un prix définitif de 41 000 € fixé donc par l'arrêté de novembre 2018. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près 128 000 patients sont en besoin immédiat de traitement, besoin immédiat avec donc des scores de fibrose assez élevés. Après, il n'y a pas besoin d'être un grand statisticien ou un grand chercheur pour faire une multiplication simple. Vous multipliez 128 000 par 41 000 €, ça vous fait une masse totale de 5 milliards d'euros. C'est la partie gauche des barres qui apparaissent sur le graphique. Il est toujours intéressant de mettre en perspective ces données avec d'autres données macro. Le déficit du régime d'assurance maladie sur l'année 2014, ou bien le budget total de l'AP-HP, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure d'ailleurs. Donc on voit bien que nous arrivons sur une pathologie qui, certes, est plus importante que le VIH, mais en tous les cas beaucoup moins potentiellement en termes de prévalence importante que le cancer et les différents types de cancers. Nous arrivons à des masses financières qui sont très clairement difficilement soutenables par les systèmes d'assurance maladie en France, en Europe, aux États-Unis. Les États-Unis qui, pour la première fois, s'intéressent aussi aux obstacles à l'accès aux soins pour des raisons très clairement financières. Vous voyez apparaître sur ce tableau que je vous laisse lire le coût pour le système des prisons fédérales de la prise en charge de l'hépatite C, avec l'introduction de ces nouvelles thérapies, le sofosbuvir puis Harvoni dès 2014. Et on voit bien que pour un nombre de patients qui diminue, nous avons une explosion des coûts qui mettent aujourd'hui en danger Medicare et Medicaid, les programmes de solidarité à l'américaine. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et c'est là que nous arrivons à la question du renoncement et comment nous devons, en tous les cas, c'est notre position, nous, acteurs de la société civile, engagés sur le terrain de la santé et des inégalités de santé, comment nous devons reconsidérer la question de l'exclusion et du renoncement aux soins dans une perspective plus globale. Il y a très clairement, dans tous les pays de l'OCDE, des stratégies institutionnelles de rationnement qui sont mises en place pour des raisons financières, que j'ai clairement présentées tout à l'heure et que rappelait d'ailleurs le directeur général de l'assurance maladie lorsqu'il parlait d'année de rupture en 2014. C'est bien de cela dont il parlait et je le remercie. Mais ce qui est plus important et plus intéressant sur la thématique qu'est la nôtre, les inégalités sociales de santé, en quoi ces stratégies institutionnelles, c'est-à-dire quelque part avec un cachet, un tampon, amènent à des comportements au quotidien
qui peuvent relever parfois des comportements que vous avez soulignés, monsieur, dans le cadre de l'accès aux droits, mais qui relèvent là, dans le cadre de l'accès aux soins et à des traitements vitaux, à des formes de refus de soins en raison justement de certains modes de vie ou de certaines caractéristiques sociales qui amènent à mettre en balance le coût extrêmement important pour la collectivité avec la valeur d'une vie humaine et de sa trajectoire. Et dès le milieu de l'année 2014, puisque les premiers traitements Sovaldi ont été disponibles en début de l'année 2014 sous forme d'ATU, avant la mise sur le marché définitive, nous avions des cas d'exclusion de soins. Je ne citerai pas un service hospitalier de l'AP-HP en octobre 2014 qui a refusé de traiter un monsieur complètement éligible au terme des indications de l'AMM en raison de son mode de vie. C'est clairement ce qui est écrit après la RCP. Donc, c'est de ce point de vue-là, d'ailleurs, que nous avons mis en place un observatoire interassociatif de façon à pouvoir documenter, d'un point de vue clinique aussi, puisque nous sommes avant tout des professionnels de santé, des restrictions et des renoncements aux soins en raison de ces caractéristiques. Donc, de fait, on a la question du prix, aujourd'hui, du médicament qui ne saurait être déconnecté de la question du triage et de l'accès aux soins pour des patients en situation de précarité, avec le risque d'avoir des décisions médicales qui sont plus fondées sur des situations sociales que sur des considérations cliniques. C'est ce qu'a introduit le Sovaldi, très clairement. C'est une grande première depuis l'histoire de l'assurance maladie en 1945. Un impact à plus long terme, je vous en parlais, j'y reviens pas. Vous avez effectivement un réservoir mondial qui, pour l'hépatite C, 150 millions de personnes infectées chroniques qui résident dans ces populations extrêmement stigmatisées, socialement marquées. Donc, bien évidemment, dans les pays à faible et moyen revenu, une difficulté déjà structurelle sur l'accès aux médicaments pour des barrières financières qui existaient avec l'interféron pégylé, mais aussi maintenant chez nous, dans nos pays. Alors, ça sera ma conclusion. Qu'est-il possible de faire ? Donc, une réponse nous a été proposée. Une réponse qui, malheureusement, reste un petit peu conjoncturelle et spécifique. C'est effectivement une réduction de 30% du prix par rapport à la TU, qui a été obtenue dans le cadre de l'AMM. Et puis, ce mécanisme, comme vous le savez, de plafond de remboursement avec une taxe et éventuellement une réduction, des réductions futures liées aux anticipations de vente. Et derrière, la stratégie classique d'une anticipation de la baisse de cette nouvelle ligne de traitement avec l'arrivée de la concurrence. Ces réponses sont très clairement, de notre point de vue, insuffisantes et limitées, car aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème structurel autour des mécanismes de fixation du prix du médicament. Et pour la première fois, Sovaldi a révélé que la variable du prix, comme variable structurelle des systèmes de santé solidaire, devait être prise en compte dans la réflexion sur la réduction des inégalités sociales de santé, car nous avons la preuve aujourd'hui que des patients qui sont éligibles à un traitement n'y ont pas accès en raison des comportements influés par la stratégie du prix. C'est dans ce sens que nous avons proposé au gouvernement d'utiliser une disposition légale qui figure dans le Code de la propriété intellectuelle, d'émettre une licence d'office, qui, je vous laisse lire le texte, qui est très clairement définie par le législateur, permet en cas de danger pour la santé publique, défini comme un rationnement dû à des prix trop élevés, de faire produire du générique en sortant du système de la brevetabilité. Et nous avons pris nos responsabilités en essayant d'introduire un débat sur aussi les mécanismes de rémunération de l'innovation thérapeutique qui doit être déconnecté de la réelle inventivité des traitements, qui est le sens de notre opposition au brevet du Sovaldi faite auprès de l'Office européen des brevets en février 2015. Non pas tout cela pour se faire plaisir, et ce sera ma conclusion, mais c'est bien pour replacer le débat sur les inégalités sociales de santé dans une analyse plus systémique et peut-être plus politique à l'heure d'une crise des financements de nos systèmes par rapport aux modèles sur lesquels ils sont bâtis, la cotisation sociale et l'impôt, dans une situation des pays du Nord où le taux de chômage sera structurel et la réduction des dépenses publiques et la baisse de l'impôt contribuera à affaiblir ces systèmes-là. Il nous faut envisager aussi, particulièrement dans le cadre d'une prise en charge de populations précaires, la question du prix comme une variable structurelle de nos réponses, ce que n'a pas hésité à faire le comité des finances du Sénat des États-Unis d'Amérique, qui vient de sortir un rapport très intéressant reprenant cette stratégie mettant en danger les systèmes de santé publique valables aux États-Unis comme elle est valable en France. Merci.